Bonjour, nous sommes le jeudi 15 janvier 2015 et je voudrais vous parler de linguistique et de la dialectique signifiant-signifié qui est devenue un de mes sujets de prédilection, d'autant plus que je crois que cette notion de signifiant et signifié est encore très très mal comprise par la plupart des gens, même parmi les philosophes. Alors, en introduction, je donnerai cet exemple des formes de politesse et de leur évolution. Prenons l'expression merci. Merci, quand on dit merci en français, ça signifie ce que ça signifie. Je suis content que vous m'ayez donné ceci, je vous en remercie, enfin, je veux dire, un signe d'assentiment et de reconnaissance, quelque part. Mais on oublie souvent que le mot avait une signification initiale différente, qui est celle d'une action de grâce. Et on emploie le mot grâce en italien et en espagnol. Rendre grâce. Mais il y a une autre façon de voir les choses. On me dit sans merci, avoir merci, de grâce. C'est une sorte d'imploration. On implore la bienveillance de l'autre. Et donc, par conséquent, dire merci à quelqu'un, c'est vraiment le gratifier, encore voilà, un mot qui vient de grâce, le gratifier, le congratuler, le gratifier de ce qu'il fait pour nous, et que nous ne méritons probablement pas. De même que si je dis s'il vous plaît, c'est un peu la même chose. On retrouve d'ailleurs dans le russe pajalousta, qui vient du verbe gelaye, qui veut dire souhaiter. Si vous le souhaitez, si ça souhaite vous correspond. On trouve également if you please. Bitte en allemand, ça veut dire aussi je vous prie. Donc on est tout ce qui est dans l'ordre de la relation de politesse, dans la demande ou dans la réception, passe par des expressions qui sont excessives quelque part. Mais cette première signification a été vidée en quelque sorte et a été remplacée par une autre signification, avec laquelle elle entretient des rapports assez distants, faut-il le dire. Bon. Donc finalement, les mots atteignent à une certaine indépendance par rapport aux significations qu'on leur attribue. Alors si on prend l'enseignement de Léopold de Saussure, Ferdinand de Saussure plutôt, eh bien, sur le signifiant-signifié, on peut penser que d'une certaine façon, c'est à la fois un éclaircissement de la science linguistique et à la fois une critique et voire même une déconstruction de la linguistique. Parce que il y a même ce qu'on pourrait appeler, comme dirait Descartes, il y a un clivage entre ceux qui sont restés à l'idée que le mot a un sens bien précis, ça c'est un petit peu la position de l'enfant, et ceux qui pensent qu'au contraire le mot peut être vidé de son sens et reconverti pour dire autre chose, qui souvent scandalise les gens. Or pourtant, la théorie même du signifiant, le mot signifiant lui-même, qui est un participe présent, veut dire qu'il peut signifier n'importe quoi. Comme un contenant. Si je dis c'est un contenant, ça peut se comporter, ça peut comprendre n'importe quoi. C'est pour ça que j'aime préfère employer le mot contenant et contenu que signifiant et signifié, parce que les gens ne comprennent pas très bien signifiant et signifié. Alors qu'un contenu, bon, on voit le vase, il est vide. Qu'est-ce que c'est qu'un signifiant vide? Qu'est-ce que c'est qu'un mot vide? Vide de sens. Les gens ne comprennent pas ce que ça signifie. Si je vous dis cette casserole est vide, ils comprennent. Ou elle est pleine. Ou si je dis cette femme est enceinte, ils comprennent. Cette femme n'est pas enceinte, ils comprennent qu'elle n'est plus enceinte. Qu'elle s'est vidée de ce qu'elle avait à ce niveau-là. Donc,
je crois qu'il faut désenclaver la Namibie, en tout cas la République sud-syrienne, et employer plutôt le mot contenant que le mot signifiant. Et le mot contenu plutôt que le mot signifiant. Et là, on comprend bien sûr qu'un mot peut avoir, est un contenant qui peut avoir un nombre illimité de signifiés et de contenus, non seulement dans le temps, mais dans l'espace. Puisqu'on ne peut pas empêcher des centaines de personnes d'utiliser en même temps le même mot, mais dans des significations, dans des acceptions différentes. Alors qu'un vase, a priori, s'il est tout seul, il ne peut pas contenir un nombre illimité, au même moment, au même instant, de fleurs. Sauf à considérer qu'il se démultiplie. Et qu'on peut voir, la plupart du temps, d'ailleurs, les vases ne sont pas construits à un seul exemplaire, donc ils peuvent se démultiplier. Alors, donc, le nom de Dieu, par exemple, c'est la même chose. Est-ce qu'il y a un seul Dieu sous prétexte que ce nom est utilisé pour un très grand nombre de religions? Pas forcément. Il est possible que le Dieu des Juifs ne soit pas le Dieu des chrétiens, le Dieu des musulmans, et encore moins le Dieu de je ne sais quelle autre religion. Même si le même mot est utilisé, de la même façon, le mot science, j'en parlais hier au Café Philo, dont j'ai parlé hier, le mot science peut être utilisé dans des acceptions totalement différentes. L'autre jour, quelqu'un me dit « Ah, mais c'est surprenant qu'on parle des sciences humaines alors que c'est pas du tout la même chose que les sciences dures, etc. » Mais le mot science n'appartient à personne. Il est précisé par l'adjectif qui suit, sciences humaines, sciences juridiques, etc. Ou sciences physiques, ou n'importe quoi, ou sciences naturelles, peu importe. Mais le mot lui-même n'est jamais qu'un instrument. Est-ce qu'un marteau est fait pour enfoncer tel clou en particulier? Non. Il est fait pour enfoncer n'importe quel clou, et à un moment donné, il enfonce ce clou-là. Mais s'il y a des centaines de marteaux identiques, eh bien, ils enfonceront chacun des choses différentes sur la même seconde, dans différents endroits. Le rôle de la philosophie, est-ce que c'est de se confronter avec des mots dont on connaît un usage courant, et donc de s'appuyer sur un consensus déjà instauré, ou bien est-ce que c'est, au contraire, de travailler sur la formation de nouveaux consensus qui n'auront pas une valeur universelle dans un premier temps, certes, mais qui seront au moins acceptés par un groupe donné. Et puis, ma foi, si ce groupe rayonne, de fil en aiguille, ça sera accepté par un nombre croissant de personnes. Mais tout ça paraît que ça ne fait pas en un jour. Il faut accepter de commencer petit. Et donc chaque café philo devrait commencer petit, puis ensuite, éventuellement, répandre une certaine philosophie qui s'articulerait sur certains mots qui eux-mêmes auraient reçu un certain contenu qui n'est peut-être pas le même qu'ailleurs. Ou éventuellement, une philosophie qui refuserait de mettre sur le même pied des mots sous prétexte qu'ils sont désignés par des mots, des réalités, des entités, sous prétexte qu'ils sont désignés par un même mot. C'est pour ça qu'en philosophie, on n'aime pas trop que l'on réduise sa pensée à un mot. Ce qui est intéressant, c'est le global. C'est l'ensemble des mots qu'on utilise qui font quelque chose d'intéressant, et non pas un mot en particulier. C'est le contexte qui est important, le contexte, c'est-à-dire l'ensemble des mots qui sont ainsi amalgamés, qui est important, et non pas tel mot en particulier. Donc le café philo est une école aussi pour apprendre à dissocier le signifiant et le signifié, et à l'intégrer dans une série, dans un contexte, qui va modifier sa signification. Quel est l'intérêt de cela? L'intérêt de cela, c'est que ça permet d'éviter, d'un côté, de rapprocher des choses qui n'ont rien à voir, parce qu'elles, sous prétexte qu'elles correspondent au même mot, et inversement, de séparer des choses qui sont proches, sous prétexte qu'elles ne correspondent pas au même mot. Donc on a tout un travail de redistribution qui est constamment à revoir, constamment à repenser. Voilà qui me paraît intéressant. Le consensus, j'emploie beaucoup le mot consensus parce que la langue passe par le passage du signifiant au signifié
est une affaire de consensus. Il faut se mettre d'accord sur le sens qu'on attribue ici et maintenant, dans tel groupe, à tel moment, à tel endroit. Donc la dimension spatiale qui est très également importante. Ici, nous dirons cela. Ici, pour ce mot-là, voudrait dire ceci ou cela. Cela dit, un des domaines qui me paraît le plus intéressant, c'est la question de Dieu. On entend trop souvent cette affirmation que c'est le même Dieu, puisque c'est le même mot qu'on utilise dans différentes religions. C'est un peu rapide. Pour ma part, je ne crois pas que ce soit le même Dieu. Je ne pense pas forcément que le Dieu des musulmans est le Dieu des juifs ou le Dieu des chrétiens. Le Dieu des juifs est très particulier. Le Dieu des juifs est très particulier puisqu'il est le Dieu d'un peuple. Il n'est pas un Dieu individuel, le Dieu des juifs. C'est toujours le nous. Alors je n'ai pas eu le temps de vérifier pour le Coran, mais il me semble que beaucoup de religions, notamment la religion chrétienne avec sa confession, par exemple, la confession chrétienne est une confession individuelle et même secrète, et la confession juive est une confession collective qui est évidemment beaucoup plus générale et qui ne rentre pas dans les détails des univers personnels des uns et des autres. Mais je ne vois pas en quoi un Dieu qui choisit un peuple serait le même Dieu, serait la même entité que le Dieu qui est censé dialoguer avec nous, individus, qui est censé s'occuper de nous, qui est censé veiller ou surveiller ce que nous faisons, sur ce que nous faisons. Je ne pense pas. De même que le mot homme, s'il est utilisé pour désigner des êtres très différents, mais qui ont anatomiquement une certaine similitude, ne signifie pas pour autant que tous les hommes soient égaux. Même si le mot Dieu peut désigner en effet des entités d'un certain type, ça ne veut pas dire pour autant que toutes ces entités soient communes, soient semblables. Il y a quelque chose de semblable. Il y a un tout petit émetteur commun, mais qui n'épuise absolument pas la signification des différents signifiés. Donc, il y a quelque chose de commun, quelque chose qui explique pourquoi, malgré tout, on a employé le même mot pour désigner tout cela. De même qu'il y a quelque chose de commun entre tous les êtres humains, hommes, femmes, quelle que soit la race, en dépit du fait que par ailleurs, ils pourraient être extrêmement différents. Donc le par ailleurs, il ne faudrait pas l'oublier non plus. Oui, il y a quelque chose de commun, mais il ne faudrait pas croire que ce quelque chose de commun, il épuise le problème, il épuise ce qui se passe. Non, il est un élément qui peut être relativement superficiel d'ailleurs, et en tout cas relativement partiel. Et là, il y a une mauvaise foi à ne pas le reconnaître. Et là, je crois qu'il y a un clivage. En tout cas, la philosophie n'a pas à être la servante n'est pas aux ordres de la linguistique, pas plus que l'astrologie n'est aux ordres de l'astronomie. Si vous recevez cette présentation, c'est-à-dire que la philosophie doit maîtriser la question de la linguistique, doit savoir s'en servir, mais ne doit pas être aux ordres de la linguistique, aux ordres du langage. C'est là que c'est assez délicat. De même que l'astrologie se sert quelque part, quelque peu, de certains éléments astronomiques, mais elle n'est pas non plus la servante de l'astronomie, elle n'est pas à ses ordres, elle n'a pas à s'occuper de tout ce qui concerne l'astronomie.